Bonjour tout le monde, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de PL Club. On va évidemment, et comme d'habitude, parler de foot anglais. Le week-end prochain, ce sera la 28e journée de Première Ligue. Et pour parler de ces matchs-là, à mes côtés, Fred. Salut Fred. Salut Philippe. Salut Jean-François. Salut Philippe. Et salut Christian, qui est à distance avec nous, comme d'habitude. Tout va bien, Chris? Tout va bien, merci Philippe. On vous retrouve dans un petit instant. Bon, il n'y a pas eu de match de Première Ligue le week-end dernier, puisque c'était la FA Cup. Par contre, il y a eu une journée à mi-semaine précédemment. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette journée? Bon, il n'y a pas eu de grosses modifications au niveau du classement, sauf que Liverpool a encore augmenté son avance. Tout cela en toute gestion, en trottinant pratiquement. Cette équipe est passée maître en s'adaptant à tous les schémas que leur propose un match. Ils ont reçu Newcastle qui était insipide, incolore, donc ils ont gagné 2-0 facile. Et pendant ce temps-là, c'était Nottingham et Arsenal qui se neutralisaient. Donc vraiment, en gérant complètement du début à la fin de leur rencontre, ils prennent une avance qui, je pense, est décisive. C'est plié. Je voudrais retenir une information de vision du jeu sur les deux dernières semaines. Deux dernières journées de championnat, c'est 19 buts qui sont marqués sur phase arrêtée en Angleterre, dont 12 sur corner. Donc voilà, on donne parfois des moyennes, des statistiques, etc. Ces chiffres-là sont assez impressionnants, en tout cas que pour être cités. On en parle souvent, des phases arrêtées. On a parlé de Liverpool. Liverpool qui est quand même allé gagner au Paris Saint-Germain 0-1. Je ne sais pas si vous avez vu le match, mais on ne va pas s'attarder dessus. C'était un petit miracle, voire un gros miracle. Liverpool joue samedi contre Southampton. On ne va pas parler spécifiquement de ce match-là parce qu'il y a d'autres affiches très très importantes ce week-end. On en parle dans quelques minutes. Et tout d'abord, on commence avec les plus beaux buts de la dernière journée. And he slips in. Pedro Neto! That's a thumping finish. Sparkling Chelsea goal. And he's clear. Aït-Nouri through the legs of Castagna. Bellegarde's ball. Gomez! On by Watkins, and bursting through is Rodgers, and Rodgers scores! Route one from Aston Villa. Deadly, effective, Villa are level. And George, Tyreek George, and Cucurella hammers it home. If there was doubt, there is doubt no more. And here's Muniz. Sar's come out a long way. Well, they scored early in the first half. It's a carbon copy in the seconds. Here goes Munoz again. Sarr! Beautifully taken. His second. Palace's third. Beyond the reach of Olsen. 33 buts marqués à l'occasion de cette 27e journée, c'est une bonne moyenne. Et puisqu'on parle des buts, on peut aussi parler des buteurs et des passeurs avec l'infographie qui suit. Au niveau des buteurs et des passeurs, le meilleur, c'est évidemment Salah. Mais regardez, aucun Anglais parmi les 5 premiers buteurs et un seul Anglais, Saka, parmi les premiers passeurs. Ça vous étonne ça ou pas? Bon, pas tellement, ils achètent tout ce qu'il y a de mieux à l'étranger, donc à un moment donné, ça me paraît logique. Et puis le meilleur buteur est parti lui-même en Allemagne. D'office. Il aurait été normalement dans ce classement. Donc, enfin, oui, non, c'est une remarque intéressante, mais je veux dire, c'est pas super étonnant, quoi. C'est pas... 3 vrais neufs, comme dans le top 5 des meilleurs buteurs. La résurgence des vrais neufs qui aident certaines équipes à être là où on ne les attendait pas. Mais voilà. 25 buts et 17 assists. On n'arrête pas de louer les qualités et la saison extraordinaire. Robinson, numéro 2 des assists. Oui, je parlais de ça là, moi. Il ferait beaucoup de bien, je trouve, à cette équipe de Liverpool pour la saison prochaine. Intéressant, Robinson, 10 assists, Damsgaard, 10 assists aussi. Et puis, bonne surprise quand même, Mbeumo, avec ses 15 buts. Voilà pour les buteurs et les donneurs d'assists. On passe maintenant à notre première affiche. Eh bien, elle va opposer Nottingham Forest à Manchester City. 30 years since Forest last beat Manchester City. 3-0. No way back.
6-0 now. Cataclysmic defeat. Is this the year Forest break the spell? A huge clash in the race for the top four. Forest have snatched the lead. Marnouche. Chris Lewis does it again. 7 goals. Classic Forest. Forest feel different this season. Nottingham face à Manchester City. Ce sera samedi à 13h30. On est en plein dans la lutte pour soit le top 3, le top 4. Forest est 3e et City est 4e à un petit point. Bon, c'est une rencontre qui en fait est assez facile à résumer. C'est la belle surprise, la grande révélation de la saison face à l'une des grosses déceptions, Jean-François. Oui, mais ce qui est absolument incroyable, c'est que si on se projette un an en arrière, il y avait une équipe qui jouait au même moment la descente, l'autre qui jouait le titre. Et on est un an plus tard qui aurait pu imaginer un quart de seconde que Nottingham allait recevoir Manchester City en étant devant eux au classement. C'est la beauté aussi du foot et le côté imprévisible parfois des choses. Et le problème actuel de Nottingham, c'est qu'ils ont une moyenne de relégable depuis 5-6 matchs. Je crois qu'ils ont le 17e bilan de Première Ligue. Donc voilà, cette équipe encaisse beaucoup plus qu'avant. Et du coup, elle est devenue une équipe qui ne ressort plus trop au top 4. Je veux dire, la fin de saison va être compliquée pour eux. On va y venir justement avec l'infographie de Christian. Il faut quand même rappeler aussi qu'ils sont toujours en lice en FA Cup, puisque Forest lundi a battu Ipswich au tir au but avec Sels comme héros. Mais regardez, c'est vrai que les résultats sont un petit peu moins bons, malgré un partage quand même 0-0 face à Arsenal, Jean-François. Oui, non, plus que 2 points d'avance maintenant sur Chelsea, par exemple. Sur Newcastle, ils en ont 4 sur Newcastle. Donc ça veut dire qu'en fait, là, si cette tendance continue, ils vont sortir du top 4. Oui. C'est évidemment dommage après cette belle saison qu'ils ne parviennent pas à achever le travail, mais c'est quand même... On sent que c'est poussif pour le moment. Et puis on rebondira évidemment quand on parlera du match. Je ferai référence au match de la semaine dernière que j'ai commenté entre Nottingham et Arsenal. Je pense que ils ont tenté, en tout cas je pense que l'esprit du côté de Nottingham pour l'instant est de resserrer un petit peu défensivement et de revenir un petit peu à ce qui a fait leur succès, c'est-à-dire cette organisation très structurée défensivement. Mais ça peut arriver d'avoir un petit coup de mou. Oui, le coup de mou vient aussi. Sortir. Oui, mais le coup de mou vient aussi, si je me réfère au dernier match. Alors autant ils ont bien défendu finalement, autant dans les transitions par exemple, ils ont été nettement moins bons et nettement moins performants. Donc la balance penchait en leur faveur il y a quelques temps, elle a penché un peu moins dans ce match-là, et je pense que ça répond un petit peu aussi à leur courbe de forme du moment. Les transitions rapides, Christian, Jean-François y faisait référence il y a un petit instant, ça reste quand même la force de l'équipe, même si c'est peut-être un petit peu moins performant à l'heure actuelle. Bon, 15 buts marqués en 7 matchs, c'est pas un mauvais total non plus, Chris. Non, c'est pas un mauvais total, mais c'est ce qu'on dit toujours, c'est qu'en fait, s'il n'y a pas l'équilibre défensif pour pouvoir mettre en avant l'aspect offensif, ils ont toujours cette habitude de jouer tout le temps sur cette transition rapide. Sauf que maintenant, Fred le disait, ils encaissent beaucoup trop de buts, ce qui fait en fait que marquer 3 buts mais perdre 4-3, c'est plus suffisant maintenant. Ça reste toujours leur marque de fabrique, mais sur 18 buts marqués maintenant en 2025, ils n'ont pris que 7 points sur 18. Alors on a souvent vanté leur qualité et leur efficacité qui était un peu exagérée en début de saison. C'est comme le titre de l'infographie, il y a un rééquilibrage logique. Je pense qu'on l'avait mentionné à la fin du mois d'octobre. Maintenant, voilà, ils sont à leur place et heureusement, ils sont toujours 3e parce qu'en fait, ils ont profité du coup de mou de Tottenham, du coup de mou de Aston Villa, du coup de mou de Chelsea, du coup de mou de Manchester United. Donc, fatalement et finalement être 3e dans ces conditions-là, c'est toujours une performance, mais c'est aussi surtout une démonstration par l'absurde. Oui, en fonction des résultats, ils peuvent sortir du top 4 ce week-end. Ah oui. Ça, il faut avoir en tête aussi, évidemment, ce qui pourrait, évidemment, après, psychologiquement, être moins facile à gérer pour la fin de saison. Effectivement. Christian, au niveau défensif, vous en avez déjà un tout petit peu parlé, mais c'est la 4e défense avec 33 buts encaissés. C'est pas mal non plus, mais vous avez quand même détecté récemment une sorte de constance dans la manière d'encaisser du côté de Nottingham.
Oui, en effet, Philippe. Donc, la mise en place défensive suggère que sur jeu dominant placé, sur des ballons qui viennent des flancs et sur un jeu de tête ou sur des phases arrêtées, on doit être performant. Et là, actuellement, c'est aussi une des choses dans lesquelles ils ont faibli pour le moment, c'est le jeu de tête. Ils ont encaissé depuis le 14 janvier, donc en 6-7 semaines, ils ont encaissé 5 buts de la tête. Alors, en plus, contre Liverpool, alors que Liverpool sur corner est toujours très faible avec seulement 2 buts ou 3 buts marqués. Même contre Southampton, ils parviennent maintenant à être dans des mises en place comme dans ces situations ici, mais dans le jeu de tête, ils ne parviennent pas à maîtriser. Et ça, c'est le signe d'une équipe qui faiblit défensivement et qui, en plus de tout ce qui pourrait encaisser de manière normale, vient s'ajouter et crée en fait certains mauvais résultats qui fait qu'ils peuvent sortir de ce top 4. Ce fameux jeu aérien dont on parle depuis des décennies, bon, les choses ont un peu changé en Angleterre, il n'y a pas que ça, hein. Mais c'est important. Mais c'est avec les mêmes défenseurs en plus, hein. Ouais. Avec Murillo et je ne sais plus Milinkovic là, qui sont d'excellents joueurs de tête. Comme quoi, voilà. Maintenant, s'il y a des buts marqués de la tête dans le rectangle, c'est qu'il y a des centres aussi. Peut-être un coup de mou au niveau des flancs, peut-être. Peut-être un coup de mou au niveau de la fraîcheur physique mentale. Oui, de toute façon, après, la question à se poser, c'est de savoir, en fonction évidemment de ce que les autres ont proposé cette saison, s'il est normal de retrouver Nottingham dans le top 4 en Angleterre. Ça reste quand même une question très ouverte. On a le droit, en tout cas en fonction des résultats décevants des autres, de légitimement penser que voilà, c'est pour l'instant ils y sont, mais qu'en théorie, ce n'est pas leur place. En principe, non. Mais chapeau quand même pour leur parcours. Oui, bravo. Avec des moyens qui ne sont pas énormes. Tout à fait. C'est assez magique. Un dernier mot à propos de Nottingham, c'est le bilan contre les équipes du top 9. Et on va le voir aussi avec l'infographie, c'est pas exceptionnel. 2 victoires en 14 matchs et malgré cela, ils sont donc toujours 3e. Mais j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois que l'on dit ça dans cette émission, que malgré certains résultats qui ne sont pas toujours bons, on parvient. Mais comme c'est la même chose pour tout le monde, à un moment donné. C'est ça. Voilà. Mais regardez le bilan. C'est vrai que 2 victoires, c'est pas beaucoup. Ben non, parce que c'est le haut du classement, donc forcément c'est plus compliqué pour eux. Et à partir du moment où Chris Wood a un peu plus de difficultés à la main avant, il fermait les yeux et il tirait ses buts. Quoi. Il n'a pas marqué sur les 2 derniers matchs. Non, mais il est impliqué quand même dans 11 buts des 9 derniers. C'est-à-dire, il reste quand même impliqué dans les buts qui ont été marqués. Je veux dire, voilà. Mais il a un impact. Il a un impact. Mais bon, contre Arsenal, il était moins bon. J'ai trouvé un peu plus emprunté. Quand tu tapes déjà Saliba et Gabriel, c'est autre chose. C'est clair. C'est déjà plus compliqué. Mais bon, si leur petite chance est en top 4, ça passera par la défense, évidemment. C'est pas un hasard si maintenant qu'ils encaissent beaucoup plus qu'avant, ça commence un peu à plafonner pour eux. On parlait du top 9. Cela dit, ils n'ont plus que 2 matchs contre le top 9. Et 2 fois à domicile. Samedi contre Manchester City et puis contre Chelsea, mais ce sera lors de la dernière journée de la Première Ligue. Donc ils ont déjà fait peut-être le plus dur. Ils ont mangé le plus dur. On verra. On verra. Allez, on passe à Manchester City. City 4e. On a déjà tellement parlé de Manchester City. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Il reste sur 2 victoires, 0-1 à Tottenham en Première Ligue et 3-1 contre Plymouth en FA Cup. C'est rassurant ou pas? Non. Bah non, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer. Oui, mais au-delà des affaires, je vais dire. Non, je ne parle pas des affaires. Moi, je parle footballistiquement. On ne sait jamais ce que City va proposer. Enfin, je sais pas, moi. On ne peut jamais être sûr de rien. Cette année, on ne peut plus être sûr de rien. Pas de Plymouth à domicile avec enfin De Bruyne qui ressemble à du Kevin. C'est déjà ça. Mais non, on est sûr absolument de rien. L'année est étonnante et l'année est particulière puisqu'ils ont perdu 8 fois cette année. Donc là, on est quand même dans une année qui pour eux est totalement inédite. J'ai l'espoir quand même de penser qu'ils vont terminer dans le top 4. C'est en tout cas l'objectif qui doit se fixer maintenant, voire éventuellement remporter un trophée qui serait la FA Cup. Puis ils sont toujours en quart, ils vont jouer Bournemouth, ça va pas être simple. Donc voilà, mais on sent que cette équipe aujourd'hui est aussi en difficulté dans les matchs, parce que finalement ils ont perdu 2 fois là, et les 2 fois qu'ils perdent, c'est finalement contre premier, deuxième, contre Liverpool et contre Arsenal, et en prenant 2 fois, j'ai envie de dire,
la leçon, quasiment. Oui, on y reviendra. Puis il y a les défaites en Ligue des Champions aussi. En Ligue des Champions. Donc, je veux dire, les 3 matchs au sommet, qui étaient les matchs qui, pour eux, sont des matchs à jouer, quoi, où ils ont envie d'exister, ils ont été 3 fois balayés. Quoi. Donc, on va voir l'infographie qui suit contre le top 3. En l'occurrence, c'est le top 2. Voici les résultats de Manchester City. 1 victoire, 1 partage, 3 défaites. C'est vraiment pas terrible pour une équipe du standing, du rang de City. Ben, cette année, n'ont pas eu le niveau, tout simplement. Enfin, du top 4, maintenant, ils y rentrent, mais voilà, il y avait plus fort qu'eux, mais dans tous les domaines du jeu. Et je trouve que c'est déjà pas mal pour eux, une saison aussi catastrophique à tout niveau, d'être là, oui. dans le top 4. Voilà, non, ouais, moi, je dirais tout ce qui leur est arrivé. Je dirais, enfin, je verrai après évidemment les infographies, etc. Mais par rapport à la rencontre de dimanche, il faudra voir quelle sera vraiment leur capacité, eux, à... Parce qu'on a vu tout à l'heure le top but, par exemple. Moi, ce qui me frappe quand on regarde les top buts, c'est que les top buts, alors soit c'est les phases arrêtées, mais sinon, il y a toujours de la vitesse et du mouvement. Or, pour l'instant, quand Arsenal a été en échec face à Nottingham la semaine passée, c'est parce qu'ils ne trouvent pas de vitesse et pas de mouvement, ou peu, ou pas d'espace. Et City est parfois confronté exactement au même problème. Donc, est-ce qu'ils seront confrontés à ce problème-là face à Nottingham? En tout cas, on risque, a priori, d'être dans un plan de jeu comme ça, avec une équipe de City qui a le ballon, une équipe de Nottingham qui ne l'a pas, et qui défend bien, et qui essaie éventuellement de partir en contre. Et comme City a parfois plus de problèmes à gérer, en tout cas dans la force de leurs 2 défenseurs centraux, oui. On va voir, je sais pas, ils sont en danger quand même, encore une fois. Inévitablement, même si au match aller, vous vous souvenez du match aller 3-0, donc c'était à Manchester City le 4 décembre. Et je vais dire, c'est dans cette belle période de Nottingham, c'est peut-être le premier ou l'un des seuls matchs où l'équipe est passée à travers. Ouais, c'est le petit couac de Nottingham. Et puis, moi, je me souviens de ce match-là simplement parce que c'était un match qui, pour De Bruyne, pour Doku, avait été un match particulièrement sympa, puisque c'était Doku, De Bruyne et Silva qui avaient inscrit les 3 buts, avec des assists justement de Doku, de Bruyne. Donc voilà. Et depuis lors, c'est vrai que on n'a plus nécessairement trop l'occasion de se réjouir, notamment avec Kevin. Hein. Oui. On a retrouvé le City qui, dans les 20 mètres, 16 mètres adverses, voilà, face à une équipe qui joue souvent très très bas pour laisser le ballon à l'adversaire, ben là ils ont été punis ici en reconversion avec ce magnifique but de Doku. Nous, on aimerait tellement le voir plus souvent aller au bout de ses actions comme ça, parce que bien souvent l'action est magnifique et à la fin il n'y a pas grand chose. Ouais. Donc ça c'est le Doku qu'on aimerait bien voir plus souvent et ça en ferait un joueur d'un tout autre niveau. Ouais, mais dernièrement il n'a pas été mauvais. Hein. Non, oui. Mais Non, mais après, les stats globales restent quand même. Ça reste toujours son problème récurrent, je dirais, depuis plusieurs années maintenant. Ok, Christian, quand on regarde le bilan offensif de City, il y a quand même l'une ou l'autre chose qui font un petit peu mal aux yeux. Bon, il y a 53 buts marqués, ce qui en soi n'est pas mal. Mais les phases arrêtées, par exemple, on en est où, là, du côté des Citizens? En 2025, on a un but sur phase arrêtée, sur corner. C'est tout. Voilà. Alors, c'est simple, c'est absolument pas assez, alors que toutes les autres équipes parviennent à se sauver et à pouvoir sortir de pièges en essayant de marquer des buts sur phase arrêtée, notamment Nottingham Forest, Arsenal et Aston Villa et tout ça. Mais là, voilà, c'est le seul but sur phase arrêtée. Donc, même cette équipe qui veut avoir un jeu dominant et qui veut avoir la possibilité de mettre la pression, eh bien, finalement, on gagne quand même pas mal de corners quand on est dominant. Et ils ne parviennent pas à exploiter parce que ni un coup franc direct, ni une touche, ni un coup franc direct, ni un corner pour marquer un but, c'est vraiment trop peu. Et alors, un seul pénalty cette saison, ça c'est inouï quand même. Et en plus, c'était au mois d'août. Exactement, le 24 août, Alan qui a marqué le but sur pénalty, c'est le seul pénalty qu'ils ont marqué cette saison. Ça veut dire aussi à quel point ils ne sont plus une menace dans le rectangle. La saison passée, ils ont marqué 9 fois dans cet exercice. Donc c'est toujours aussi... Ça renforce à chaque fois la confiance de l'adversaire, c'est-à-dire qu'il y a moins de menaces, donc moins de problèmes, donc plus d'entreprises. Donc pour eux, c'est jamais bon, en fait.
On ne pousse pas l'adversaire à la faute. Avant, c'était anecdotique qu'il ne marque pas beaucoup sur phase arrêtée, puisqu'il marquait énormément sur phase de jeu. Donc là, on s'en rend compte maintenant parce qu'ils sont dans cette situation-là et que c'est beaucoup moins spectaculaire et efficace dans le jeu. Ouais, moi, ce qui me frappe sur leur phase arrêtée, c'est qu'elles sont vraiment pas bien données. C'est terrible. Alors qu'ils ont des frappeurs extraordinaires. On se limite à la frappe, en fait. C'est-à-dire que c'est assez souvent imprécis. Christian, vous voulez ajouter quelque chose? Ben oui, la saison passée, je voulais juste quand même préciser par rapport à ce que Fred dit, ils ont marqué 24 fois sur phase arrêtée. C'était la meilleure équipe dans ce domaine, avec 9 corners, 6 coups francs indirects et 9 pénaltys. Donc il y a quand même eu de la performance dans ce domaine-là, mais c'était varié par rapport à l'ensemble des domaines qui sont utilisés. C'est pour ça que s'ils n'ont pas ça en plus cette saison, ben c'est moins... Voilà, c'est problématique. Et puis un dernier mot, Christian, sur Manchester City. City a joué en février 2 gros matchs, Arsenal et Liverpool, et 2 défaites et 7 buts encaissés. C'est pas rassurant non plus. C'est ce que Jean-François expliquait juste avant, c'est-à-dire que quand il faut jouer des top matchs, non seulement on ne parvient pas à s'imposer, mais en plus c'est quand même 7 buts sur 2 matchs importants en février. Voilà, regardez la manière de se reconvertir, c'est quand même, voilà, il faut quand même monter le ballon de derrière jusque devant. Il y a quand même normalement une possibilité de pouvoir s'organiser pour se replacer et voilà, donc que ce soit sur tir à distance, sur des reconversions rapides ou dans le but justement aussi avec un ballon profond sur Salah qui va jouer avec Szoboszlai ici. Voilà, dans un tir à mi-distance, c'est problématique. Pourtant, il y a 4 joueurs qui sont derrière le ballon, mais là, voilà, ça prend le temps, il y a impossible de bloquer. Voilà, on l'a répété assez cette saison, mais c'est problématique dans plein de domaines défensivement. On verra ce qui se passera dans ce beau duel donc, entre Forest et City samedi à 13h30. C'est un match important, évidemment, on l'a dit, mais on le répète pour le top 4 parce que... derrière, il y a Newcastle qui n'est pas très loin. Il y a Chelsea qui n'est pas très loin. Fulham n'est pas très loin non plus. Villa n'est pas très loin non plus. Enfin, il suffirait de 2 mauvais résultats et puis pouf, tout de suite, tout ça va de nouveau beaucoup bouger. Donc, oui, je retiens par rapport à City encore qu'il y a des choses à un moment donné, c'est que... vous dites 7 buts encaissés, vous rajoutez le Real, c'est 10 buts en 3 matchs. Hein. Mais ça veut dire que tous les matchs au sommet, ils ne sont pas là. Cette année-ci, ils ont vraiment eu cette difficulté récurrente et j'ai envie de dire que c'est... Et des buts contre Paris. Et des buts contre Paris. Et ils ne sont pas là. Et en plus de ça, ce qui est très récurrent par rapport à cette équipe, je trouve, cette année-ci, c'est le manque de remise en question, que ce soit individuelle ou collective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on continue avec la même chose. Ça a marché, donc ça va encore marcher. Oui, sauf qu'à un moment donné, il faut aussi pouvoir parfois remettre un tout petit peu en perspective ce qu'on ne fait plus bien. Peut-être qu'on le fait encore de la même manière, mais plus aussi bien qu'avant. Effectivement. OK, allez, on passe à notre deuxième affiche. Elle aura lieu dimanche à Old Trafford où Manchester United accueillera Arsenal. This is Old Trafford. That is fantastic. And there's Mourinho again. Les Red Devils face aux Gunners dimanche à 17h30. Grosse affiche. Quand on va à Old Trafford, ou en tout cas, a fortiori, quand un candidat au titre va à Old Trafford, on dit grosse affiche. Mais ils ont tellement plongé dans le classement, les Red Devils. Est-ce que c'est encore une grosse affiche? Oui, parce que avec le nom. Mais ça me fait marrer de voir Fernandez, Zizi sur Old Trafford. Non, c'est plus Old Trafford. C'est un terrain provincial que j'ai imaginé qu'ils ont plus de défaites que de victoires à domicile. C'est une différence de but négative. C'est incroyable. Il faut arrêter avec ça. Non, c'est devenu une équipe de provincial, même à domicile. Quoi. Même... il faudrait vraiment... Parce que du coup, je pense qu'à Manchester United, les problèmes sont vraiment hors... Alors bien sûr que ça rejaillit sur le foot, enfin sur l'équipe, mais je pense que les problèmes sont, à mon avis, aujourd'hui partout. Il y a autant de problèmes que de souris à Old Trafford pour le moment, j'ai l'impression. Et paraît-il, en Manchester, il y a beaucoup de souris. Hein. Exactement. C'est vrai. Paraît-il. En tout cas, on ne sourit plus beaucoup du côté... Effectivement. Bon, United, 14e, sorti en FA Cup récemment par Fulham. Il reste l'Europa League et on verra ce que United fera ce soir, ou en tout cas ce jeudi, face à la Real Sociedad.
l'arrivée d'Amorim n'a rien changé, au contraire. On va reprendre avec vous, Christian, allez, l'analyse du désastre, je vais dire, et tout d'abord au niveau offensif. Bien. Quand Amorim a signé, j'ai été voir en fait quel était son modèle de jeu avec le Sporting Portugal, et on a vu en fait qu'il y a beaucoup de jeux dominants placés, bon, évidemment puisque c'est une équipe du top, et qui passaient beaucoup par les flancs, qui donnaient des centres. Or, quand j'analyse les buts qui ont été marqués depuis l'arrivée d'Amorim, on voit en fait qu'il n'y a qu'une seule option pratiquement, c'est, on va dire dans 80% des cas, c'est le face-à-face, c'est-à-dire des courses qui viennent de loin et un positionnement, un jeu rapide. Alors, je peux comprendre qu'il y a encore le modèle précédent avec Ten Hag et qu'il y avait beaucoup de ballons comme ça, mais en fait, à aucun moment maintenant, depuis qu'il est arrivé, et jusqu'à mi-janvier, on n'a assisté qu'à ce genre de but. Donc voilà, c'est des jeux profonds, des contrôles orientés pour pouvoir se mettre dans une face-à-face. Alors c'est très bien et ça peut être très efficace, mais il n'y a aucune alternative. Il y a un but sur centre, il n'y a pas un but de la tête. Pendant cette période-là, il n'y a pas un but sur phase arrêtée. C'est très étonnant d'avoir aussi peu de choix. Mais depuis janvier, Christian, que des buts sur phase arrêtée. Ça aussi, c'est curieux. Depuis le 16 janvier, il n'y a que des buts sur phase arrêtée, sauf un but sur centre le 16 janvier. Et même la semaine passée, alors qu'ils jouaient à 10, ils ont marqué alors ce magnifique but avec, pour revenir au score après avec, contre Everton. Mais les 3 buts contre Ipswich, c'est 3 buts sur phase arrêtée. Donc on passe du plein jeu exclusif avec un jeu rapide exclusif à, en une fois maintenant, en 5 semaines, 2, 4, 6, 7 buts marqués, 6 sur phase arrêtée. Je ne sais pas en fait quelles sont les options de travail. Je pense en fait qu'ils sont témoins et qu'ils regardent en fait comme n'importe quel téléspectateur. On observe, mais on n'est pas tellement sûr qu'il y a une réelle volonté de faire ça dans le travail de préparation avant le match. Il est quand même là depuis à peu près 4 mois, Amorim. Ah bon? Ben oui. Mais non, mais les buts sur phase arrêtée, les buts sur des longs ballons, qu'on pif, paf, pouf, c'est toute la panoplie d'une équipe qui est en manque d'idées, qui est en manque de football. Donc voilà, c'est tellement logique, j'ai l'impression, non? C'est les arguments d'une équipe qui, avant, dominait ses équipes, écrasait ses adversaires. Et là, c'est une équipe qui n'a plus d'idées, qui n'a plus de leader psychologique sur un terrain et qui n'a plus de football. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est que quand il arrive, on va chercher quelqu'un qui, visiblement... connaît très très bien son sujet, donc je me dis que s'il a accepté ce défi, c'est parce qu'il a un projet, il a quelque chose à mettre en place, et le problème ici, c'est qu'on est 4 mois plus tard, et qu'on se dit qu'il n'y a toujours pas de projet, toujours pas d'identité, toujours pas et selon ce que Christian vient de dire maintenant... il a son projet à lui. Oui, peut-être, mais voilà, moi j'ai plutôt l'impression que le projet, c'est on va encore dépenser beaucoup d'argent au prochain mercato, on va reconstruire une nouvelle équipe, et puis on va voilà. Et en attendant, on a viré 3/4 du personnel. Donc voilà. Ok, ben oui, saison à oublier au plus vite pour United. Du côté d'Arsenal, il y a aussi de la déception, parce que deuxième à 13 points de Liverpool, même avec un match en moins, c'est quand même beaucoup. Par contre, ils ont fait un gros match en Ligue des Champions, puisqu'ils sont allés gagner 1-7 au PSV, et ils sont quasiment qualifiés. Petite parenthèse. Ils sont qualifiés. Vous savez quelle est l'équipe qui a fait encore moins bien que le PSV à domicile en Coupe d'Europe contre Arsenal, non? Ah oui, le Standard. 0-7, c'est ça. 0-7. Avec Van Dijk en entraîneur. Non, Ariane, je crois. Non, c'était Van Dijk. C'est bien essayé, vous auriez pu avoir raison, mais ce n'est pas le cas. C'était en novembre 93, 0-7 en Coupe des Coupes. On ne voulait pas rappeler tout cela à nos... Mais bon, c'était il y a tellement longtemps. Il y a prescription. Et il faut juste préciser que c'est les mêmes 3 joueurs offensifs, c'est les mêmes. Hein. Donc c'est Trossard, Merino et le jeune. Oui, bien sûr. C'est le carnaval à Eindhoven pour le moment. Donc. Ok, mais écoutez, on va regarder l'infographie des résultats aussi d'Arsenal contre le top 9, parce qu'ici aussi, c'est pas très brillant, avec 20 points perdus sur 33 contre le top 9. Oui. Avec un football, souvent, je trouve, et certainement quand ils sont à l'extérieur, un football extrêmement prudent. Ouais. Alors ça va un peu à l'encontre de ce qu'on a vu face à Nottingham, parce que là ils ont eu le jeu en main, mais parce que Nottingham leur a vraiment laissé le jeu. Donc moi ce qui me frappe un peu, c'est qu'il y a un match où ils sont sans idée, puis le match suivant ils mettent 7 buts. Et la différence entre les deux, pour avoir regardé les buts contre Arsenal, c'est que ils ont enfin utilisé, j'avais parlé de ça dans le direct la semaine passée, ça ne veut pas faire très long, mais juste la solution
réelle et la solution potentielle. C'est-à-dire quand vous jouez toujours dans les pieds, à un moment donné, on ne prend jamais de vitesse. Ouais. Et la petite différence, c'est qu'il y avait une petite chose qui a été modifiée face au PSV, et c'est ça qu'il faut modifier dans leur cas à eux, c'est de parfois chercher les solutions potentielles aussi, c'est-à-dire de pouvoir jouer non pas dans les pieds, mais dans l'espace. Et même si les espaces sont courts, mais il faut essayer, parce que sinon vous ne créez jamais rien. Il reste sur 2 matchs de Première Ligue sans marquer, défaite 0-1 contre West Ham et partage donc 0-0 à Nottingham, à la décharge des Gunners. Leurs principaux atouts offensifs sont blessés. On peut dire que la garnison offensive est décimée, on va le voir. Oui, mais il marque 7 fois au PSV. Le PSV, c'est quand même pas une équipe... Fred a dit que c'était carnaval là-bas. Oui. Non, c'était une équipe qui était épatante, mais là, ils n'ont pas existé. C'était des cônes, quoi. Mais il y avait la jeunesse, Nwaneri et tout ça qui eux, justement, savent jouer des deux façons, quoi, en un contre un ou dans les espaces, quand ils sont dans un bon jour. C'est ça qui est rassurant. Je crois qu'il n'a même pas 18 ans, je crois, ce gamin. Oui. Il est vraiment impressionnant. Oui, il est bon. Mais bon, Havertz, Jesus, Martinelli, Saka, ça fait quand même beaucoup. Il fallait chercher quelqu'un au mercato hivernal. Oui, hein. C'est pas facile d'aller chercher un attaquant au mercato Après coup, hivernal. oui, on se dit que sans doute que oui. Mais oui. Mais c'est pas à cause de la blessure d'Havertz qu'on se rend compte qu'ils avaient besoin d'un attaquant style neuf, on va dire prolifique. Ouais. Ça fait quand même longtemps, quoi. Voilà, ils ont proposé 60 millions pour Watkins. Villa voulait plus, ils n'ont pas fait l'effort, voilà. Ils ont sorti 2 gars de l'académie, Des jeunes, hein. Aiden Haven et Shidozi Obi. Il y en a un qui a 17 ans et l'autre qui a 19 ans. Ce qui est marrant, petite anecdote, ils viennent tous les deux d'Arsenal. Ils ont été tous les deux les chercher à Arsenal pour le petit clin d'œil. Mais voilà, peut-être la solution doit venir des jeunes aussi. On sait que dans les clubs anglais, on dépense beaucoup d'argent pour les équipes premières, on dépense aussi beaucoup d'argent pour avoir les meilleurs jeunes de partout. Et donc, ce serait bien que ça donne un résultat. Donc, je ne sais pas quelle était leur idée au moment. Il y a aussi de se renforcer. Edu qui part en pleine saison, leur directeur technique, qui faisait les transferts en toute harmonie avec Arteta. Il y a peut-être ça aussi qui... À mon avis, c'est tout comme Liverpool, ils vont se déchaîner cet été au niveau de... En tout cas, il est plus que temps pour eux, je crois, d'aller chercher un véritable buteur, un véritable neuf. Parce qu'ils en ont quand même un peu ras-le-bol, je pense, de terminer deuxième. Les supporters, ils en ont marre, quoi. Oui. Ça, c'est... Bah, non, mais on pas n'est pas seulement encore sûr, deuxième, mais mais il est aussi par le probable jeu qui est quand même pas souvent... Ouais, mais chaque année, l'explication est différente. Il y a un an, c'est parce que... et cette année-ci, c'est parce que, oui, on a des blessés. Donc, évidemment, ceci dit, je trouve quand même que cette équipe d'Arsenal, sur l'entièreté de la compétition, et je vais peut-être vous surprendre en disant ça, mais je trouve que c'est vraiment... ils ont la meilleure paire défensive du pays. Je trouve cette paire défensive extraordinaire. Ok. Un mot encore sur Merino, puisqu'on parlait de l'aspect offensif, qui s'adapte assez bien à ce nouveau rôle plus haut sur l'échiquier, même si ce n'est pas un attaquant de prédilection. Il est là, Christian, et il a encore marqué mardi contre le PSV. Oui, et c'est dans la liste qu'on a montrée sur l'infographie, c'est lui qui vient en même temps que Trossard dans la liste des buteurs. Voilà, j'ai regardé un peu et dans les 2 dernières saisons avec la Real Sociedad, dans une équipe aussi qui était bien structurée, il avait son rôle à jouer. Il marque entre 5-6 buts avec les coupes européennes comprises. Il marque 5-6 buts par saison et donc voilà, il vient un peu comme ça de cette deuxième ligne, un peu comme Szoboszlai, il peut tirer, il peut donner un coup de tête, c'est quelqu'un qui se projette bien, il fait partie de ces milieux de terrain qui viennent se déposer aussi dans le rectangle et qui viennent apporter un surnombre à la finition. Et c'est bien de temps en temps de découvrir quelqu'un comme ça qui, dans son rôle, qui peut venir marquer sur un centre au cordeau. Donc ça veut dire qu'il a fait l'effort pour être jusque-là. C'est assurément, il fait sa part du travail. C'est un sparadrap, c'est-à-dire qu'on le met là en attendant, mais ceci dit, la solution ne doit pas venir de lui, elle peut venir de lui aussi, mais il sera toujours tributaire, lui, de ce qui va se passer avec les autres, c'est-à-dire la créativité doit venir de Trossard, de Degarde et d'autres joueurs. Il a marqué 4 buts, notamment contre Liverpool et Leicester, donc des buts importants qui ont rapporté des points. Il a 31 sélections avec l'équipe nationale, quand même aussi, c'est un bon joueur, ça on le savait. Encore une dernière constatation, Christian, à propos des buts encaissés par Arsenal en Première Ligue. Récemment. Oui, il y en a pas beaucoup, donc récemment ils n'ont pas encaissé énormément, mais il y avait une constante sur ce mois de février. Les 2 buts qu'ils ont encaissés, c'est 2 buts suite à un centre avec un centre de la droite avec un jeu de tête dans le petit rectangle. Donc c'était marrant de voir que
c'est 2 fois comme ça qu'ils ont encaissé. Alors, on n'a pas les plus grands spécialistes du côté de Manchester United pour marquer sur centre et de la tête. Mais voilà, c'était juste pour montrer qu'il y avait une toute petite faiblesse défensive dernièrement et elle a été 2 fois exploitée par ses adversaires. Eh bien voilà pour la dernière information qui nous est donnée par Christian, à confirmer ou pas, évidemment, dans les prochaines semaines. On arrive tout doucement à la fin de cette émission et comme d'habitude, on va repasser ensemble le programme qui nous attend ce week-end. Nottingham face à City, on en a parlé. Goals of the Day, eh bien ce sera avec Liverpool-Brighton comme match fil rouge. Brentford, Aston Villa, Wolverhampton, Everton. Et puis le lendemain, Chelsea-Leicester. Toujours intéressant de voir Chelsea, toujours intéressant de voir Tottenham, même si cette équipe est aussi en difficulté. United-Arsenal, c'est la grosse affiche de dimanche. Et West Ham-Newcastle, c'est lundi. On rappelle rapidement l'application Discord. Christian, même si tout le monde est au courant de la manière dont ça se passe désormais, vous serez avec nous sur quoi ? Je serai sur le match de Manchester United et Arsenal. Voilà, rendez-vous est pris. Et puis, si vous n'êtes pas encore avec nous sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, X, Instagram. Je ne sais pas si Jean-François ou Fred ont encore quelque chose à dire. Je croyais que vous alliez me demander si j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux, pas trop. Non, je connais la réponse, donc je ne vous la pose pas la question. Et à Fred non plus. Si, non, simplement ajouter qu'Arsenal, son résultat Eindhoven, c'est génial parce qu'ils vont pouvoir aligner la meilleure équipe du côté de Man United et laisser reposer pour le match retour. Voilà, comme quoi une influence d'une compétition, d'un résultat dans une compétition peut changer certainement la donne du 11 de départ dans un match important à Manchester United. Merci Fred. Merci Jean-François, merci à Christian aussi. On se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle émission. Passez une belle fin de semaine, un bon week-end, à très bientôt. Bye bye. Après un week-end de Coupe d'Angleterre, la Première Ligue reprend ses droits. Samedi à 13h25, suivez Nottingham Forest, Manchester City. Puis, à 15h45, retrouvez le Goals of the Day avec Brighton, Fulham, les Tractor Boys d'Ipswich en visite à Crystal Palace, sans oublier le leader Liverpool qui reçoit Southampton. À partir de 18h25, suivez le déplacement d'Aston Villa à Brentford. Et à 20h55, profitez d'une rencontre entre Wolverhampton et Everton. Ensuite, dimanche dès 14h55, choisissez entre Chelsea-Leicester sur Whisper World 1 et Tottenham en duel avec Bournemouth sur Whisper World 3. Et à 17h20, suivez le choc entre Manchester United et Arsenal. Enfin lundi à 20h55, clôturez cette 28e journée par West Ham, Newcastle. Excellent week-end de Première Ligue sur Whisper World.